Marafa, tout le monde sait. Vous avez suivi son notaire tout récemment là, sur Equinox. Marafa ne cachait pas ses ambitions présidentielles. Quand les câbles de Wikileaks ont été publiés en 2000, je crois en 2009 ou 2010, les câbles qui révélaient que au cours des échanges que Marafa avait eu avec l'ambassadrice des États-Unis de l'époque, 2007-2008, Janet Garvey, il a dit que non, moi je peux être arrêté à tout moment parce que j'ai des ambitions présidentielles. Son notaire est allé, lui a posé la question de savoir que mais tout ça là, est-ce que c'est vrai? Il dit oui, effectivement, il faut que le pays change, il faut que le pays bouge. Parce que le pays est en train de stagner, il va à volo, il faut que... Moi je suis prêt à m'engager pour que le pays connaisse un changement. Il a dit ça à son notaire Marafa. Et même Paul Biya lui-même, lui avait posé la question de savoir que est-ce que tu as des capacités de pouvoir prendre le pays en main et de le diriger. Marafa a dit oui, je peux. Et monsieur le président, je pense que ce mandat doit être le dernier pour vous. Vous devez aller vous reposer. Il a dit ça à Paul Biya. La réponse que Biya lui a réservée, c'est ce que vous connaissez là. C'est la prison. Donc, International Crisis Group n'a pas eu tort de penser que l'opération Épervier a eu le don de fragiliser le régime de Biya. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Vous pensez que ces batailles de succession-là, Eleva pro Ngongo, Eleva pro Frank Biya, qu'est-ce qui se cache en dessous? Qu'est-ce que l'on utilise pour attaquer tel clan ou tel autre? Ce sont les dossiers, non? Les détournements, non? La preuve en est que Martinez Zogo, qui a été éliminé physiquement là, c'était pourquoi? C'était parce qu'il avait révélé un scandale de détournement au ministère des Finances, dans lequel était impliqué Jean-Pierre Amour Belinga. C'est-à-dire que ça participe dans cette même logique. Donc l'affaire Martinez Zogo est venue davantage révéler à quel point le régime de Biya est divisé et fragilisé, est marqué par des schismes en son sein. C'est de ça qu'il s'agit. De l'autre côté, vous avez Ngongo Ferdinand qui est impliqué dans des scandales, dans des détournements de centaines de milliards destinés à de la gestion du fonds Covid, destinés à la lutte contre le Covid-19, je veux dire. Donc ça participe de tout cela. C'est-à-dire que les deux camps se neutralisent. C'est-à-dire que les deux camps se jettent les pots de banane. Les deux camps s'accusent les uns les autres de détournement de la fortune publique. Nous assistons là à une véritable nuit de long couteau, comme on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est justement cette opération Épervier là qui va finir par plomber ce régime, qui va finir par faire en sorte que ce régime-là implose. La quatrième source de conflictualité que International Crisis Group a pu diagnostiquer à l'époque, c'était le système électoral au Cameroun qui est verrouillé. Le système électoral au Cameroun qui est verrouillé. C'est de ça qu'il s'agit. Voici ce que International Crisis Group avait écrit à l'époque concernant le système électoral au Cameroun qui ne donne aucune autre possibilité au peuple camerounais de conquérir le pouvoir que la rue. L'état actuel de l'organisation des élections n'est pas de bon augure. Après la création en 2008 du corps électoral ELECAM, Elections Cameroun, auquel le président s'est empressé de nommer ses partisans, les relations légales exactes entre ce corps et les autres acteurs du processus électoral, particulièrement le ministre de l'Intérieur, restent floues. Il est probable que le régime crée à nouveau une fluidité légale pour servir ses propres intérêts, rendant la résolution des contentieux plus difficile. Peu croient maintenant que le processus électoral puisse donner aux citoyens l'occasion de choisir un nouveau gouvernement s'ils le souhaitent. Beaucoup dans la communauté internationale semblent accepter cette situation et pressent le président de préparer d'une manière ou d'une autre sa succession au sein du régime, soit en passant la main en douceur, soit en nommant un successeur constitutionnel
qui aura de facto le pouvoir de prendre les rênes au moment voulu et saura gérer les rivalités autour de la présidence et du processus de nomination au sein du parti d'un éventuel candidat à la présidentielle. Voilà donc ce que International Crisis Group écrivait à l'époque concernant le système électoral. Tout le monde sait qu'il est verrouillé. Voici ce que le pouvoir des BIA a fait. Elections Cameroun a été créée en... C'est-à-dire que la loi a été adoptée en 2006. C'est en 2008, en décembre 2008, que Paul Biya promulgue la loi. C'est-à-dire qu'il nomme les premiers membres d'Elections Cameroun. Bon, les membres d'Elections Cameroun sont nommés. Et à l'époque, Elections Cameroun avait le droit de proclamer, de délivrer les tendances du vote. C'est-à-dire que au soir du vote là, c'est-à-dire que quand les opérations électorales sont terminées, dans les bureaux de vote, on a déjà centralisé, on a déjà fait le décompte des voix et délivré les résultats. Et Elections Cameroun avait le droit de proclamer, c'est-à-dire que de délivrer les tendances du vote. Mais qu'est-ce que le régime des BIA a fait? Le régime des BIA a modifié la loi portant organisation, création d'Elections Cameroun en 2011. C'était le 6 mai 2011. Et cette loi dessaisissait Elections Cameroun du droit de délivrer les tendances du vote. Et le pouvoir des BIA a pris le prétexte de la crise ivoirienne parce que quelques mois plus tôt en Côte d'Ivoire, la délivrance des tendances, la proclamation des tendances par la CEI avait conduit à la crise anglophone. Alors, les suppôts du régime des BIA avaient donc eu peur. C'est-à-dire qu'ils avaient agité donc l'épouvantail de la Côte d'Ivoire en disant que hey, si on laisse la possibilité à Elections Cameroun de faire comme la CEI ivoirienne, peut-être que un conflit peut éclater. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retire à Elecam le droit de proclamer les tendances. C'est ce que le régime des BIA a fait à l'époque. Et en plus de cela, Elections Cameroun était totalement indépendant. Totalement, c'est-à-dire que Elections Cameroun n'avait plus la moindre relation que ce soit avec quelques démembrements de l'administration que ce soit. Qu'est-ce que le régime des BIA a fait? Le régime des BIA a modifié une fois de plus la loi électorale de manière à ce que l'administration territoriale puisse collaborer de manière à influencer le fonctionnement d'Elections Cameroun. Et si vous jetez un coup d'œil sur le code électoral qui de plus en plus est contesté, vous vous rendrez compte que ce code électoral-là, qui a été, je crois, adopté le 19 avril 2012. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas le code électoral que Marafa avait proposé quand il était au MINAT. Ce n'est pas ce code électoral-là. Je l'ai appris de son notaire, Maître Harissou. C'est-à-dire que quand il était à Equinox récemment, là, il a dit ça. Il a dit que le code électoral du 19 avril 2012, là, ce n'est pas celui que Maraf avait proposé au Parlement. Ce n'est pas ça. Ce que Maraf avait proposé comme code électoral, le régime des BIA a rejeté ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et selon le code électoral camerounais, seuls les procès-verbaux d'Elections Cameroun font foi. Et il y a également une disposition du code électoral là. Beaucoup ne prêtent pas attention à cette disposition-là, qui prescrit que le président de la République peut dissoudre Elections Cameroun. Ah oui, le président de la République peut dissoudre. Donc ça veut dire que si, par exemple, Elections Cameroun proclame
les résultats qui sont défavorables à Biya et que maintenant les militants du RDPC prennent la rue pour contester, pour faire du boucan, du grabuge, du désordre, Biya peut décider que non, au nom de la paix qui est menacée, la sécurité, je dissous Elections Cameroun et je crée un autre organe électoral qui me sera favorable. Ah oui, ah oui. Donc même le système électoral, il est tellement verrouillé, et même le Conseil constitutionnel, la plupart des membres, ce sont les militants du parti au pouvoir, tout comme les membres, la plupart des membres d'Elections Cameroun. Ah oui. Et vous pensez que ces organes-là ne peuvent jouer aucun rôle, c'est-à-dire que ne peuvent pas jouer leur rôle de contre-pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. Ces organes ne peuvent pas faire preuve d'indépendance dans leur fonctionnement. C'est impossible. C'est très, très, très impossible. Alors, l'autre source de conflictualité qui a été évoquée par International Crisis Group à l'époque, c'est le contrôle de l'essentiel de l'appareil de l'État par Essingan. Je dis bien Essingan. Voilà une autre source de conflictualité au Cameroun. Voici ce qu'en disait International Crisis Group en 2010. Voici ce qu'en disait International Crisis Group en 2010. Les élites du Sud en ont tiré la conclusion que Biya avait besoin de leur soutien pour se maintenir au pouvoir. On rapporte que Biya suit les conseils. Écoutez bien, hein? On rapporte que Biya suit les conseils d'une association informelle Beti connue sous le nom de groupe Essingan. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est plus moi qui parle. Hein. C'est-à-dire que c'est International Crisis Group qui rapporte que Biya avait besoin... Bon, on rapporte que Biya suit les conseils d'une association informelle Beti connu sous le nom de groupe Essingan, qui fait pression sur lui pour que les Beti continuent à avoir un accès privilégié aux emplois et ressources publiques. C'est International Crisis Group qui l'avait écrit en 2010. Et la réalité est toujours palpable. Et cela est toujours d'actualité. Essingan contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État. Je vous avais parlé ici sur cette chaîne d'un livre que le neveu de Fauchivé avait écrit. C'est-à-dire que le livre renfermait un échange que Fauchivé avait eu avec son neveu. Et il avait confié à son neveu que Biya, c'est-à-dire que la structure de l'État à l'époque là, et même aujourd'hui, est coiffée par Essingan. Parce que c'est Essingan que Fauchivé appelait le clan qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État aujourd'hui. Et Paul Biya arrive en dessous. Et Biya avait également, Fauchivé avait également précisé que c'est une organisation qui est puissamment armée. Parce que c'est Essingan qui contrôle la sécurité du pays, la police, la gendarmerie, l'armée, le renseignement intérieur, le contre-espionnage, etc. Tout cela est entre les mains de Essingan. Ah oui, c'est Essingan qui contrôle tout. C'est Essingan qui programme les assassinats politiques au Cameroun. Maître Ngongo Oto, c'est Essingan. Abbé Claude Mbassi. Monseigneur, je crois que c'était l'abbé Mbassi, le prêtre qui avait été, le journaliste et prélat, qui avait été éliminé physiquement à la fin des années 80 là. C'est le travail de Essingan. Maître Ngongo Oto, c'est Essingan. Jean-Irène Biya, c'est Essingan qui à l'époque était incarné par Ongba Damas. Ah oui, Charles Ateba Yene, c'est Essingan. Ah oui. Même l'opération Épervier là, c'est Essingan qui a monté ça.
C'est Essingang qui a conseillé à Biya de lancer l'opération Épervier contre les ambitieux, entre guillemets, au sein du gouvernement, qui avaient pour rêve de prendre la place du prince. Ah oui, à Isimvodo, en 1997, c'est Essingang qui l'a éliminé physiquement. Titus Edzoa, qui l'a envoyé en prison, c'est Essingang. C'est Essingang qui l'a envoyé en prison. Ah oui? Donc ces gens-là, ils sont dans tous les secteurs clés, les secteurs névralgiques de l'État. C'est-à-dire que tous les secteurs clés, les finances, ce sont eux. La sécurité, c'est eux. Bref, ils sont la diplomatie même, c'est eux. Par exemple, quand vous allez dans les ambassades, du moins les ambassades du Cameroun dans des pays occidentaux, là, la France, les États-Unis, la Suisse, le Japon, etc. Qui sont ceux qui sont à la tête de ces ambassades-là? Ce sont les Essingans. Ce sont les Essingans. C'est de ça qu'il s'agit. Je me souviens, il y a un gendarme qui avait d'ailleurs fui qui avait fui les forces de défense pendant le conflit anglophone. Quand le conflit anglophone venait d'éclater, là, il a fui le Cameroun. Aujourd'hui, il est au Maroc. Il m'avait confié que à l'état-major particulier du président, la langue qui domine, qui est prédominante au sein de l'EMP, état-major particulier du président, c'est le boulot. Ah oui. Puisque lui, il était à l'état-major, il a aussi travaillé à l'état-major particulier et il m'a dit que là-bas, c'est le boulot qui prédomine. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les ambassades là, de certains pays occidentaux, quand vous entrez, on ne parle que les fangbeti, les machins. Hein? Vous trouvez normal, chers compatriotes, vous trouvez normal que, est-ce que vous trouvez normal que le commissaire de sécurité publique dans des coins perdus tels que Moutourwa s'appelle Atana, le commandant de brigade de je ne sais quel arrondissement à l'est ou à l'extrême nord s'appelle Owona, le chef du centre des impôts qui passe son temps à sceller les boutiques des gens dans le Mungo là-bas, il s'appelle Mvo. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Mais attendez, donc nous autres là, nous sommes venus vous accompagner quoi. Dans tous les commissariats, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans pratiquement 60 à 70% des commissariats de sécurité publique là, à travers le Cameroun, les brigades de gendarmerie, les compagnies, les légions, la plupart de ceux qui sont à la tête de ces unités de police, de gendarmerie, ce sont les Ekambeti. La plupart. Vous trouvez que c'est normal? Je me rappelle à l'époque, quand moi j'étais tout petit, à Ezeka, je crois que je devais être à l'école primaire, cours préparatoire, cours élémentaire 1 et tout. Il y avait un commissaire de police à l'époque. Il s'appelait le commissaire Abateux. Est-ce que c'est normal ça? C'est-à-dire que partout, c'est-à-dire que dans tous les secteurs où de l'argent coule à flot, dans toutes les sociétés, dans toutes les institutions qui brassent de l'argent, les Essingans sont là. Ils sont au premier lot. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? Et je me souviens, il y a un rapport publié par le département d'État américain qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur cet état de fait. Dans son rapport de 2013 ou 2014, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que les secteurs névralgiques de l'appareil de l'État sont contrôlés par les Ekambeti. La plupart. Il faut qu'on se dise des vérités. Disons-nous des vérités. Ces gens-là, ils sont partout. C'est-à-dire que quand il est question des secteurs clés, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de la diplomatie, toutes les grandes sociétés là où de l'argent coule à flot, des sociétés qui brassent de l'argent là, les finances publiques, le trésor et tout ça. Et quand ils essayent même de placer quelqu'un d'autre qui ne soit pas
un Ekambeti quelque part, son adjoint, que ce soit numéro 1, que ce soit numéro 2, c'est toujours un Essinga. Il est l'œil et il représente les yeux et les oreilles de Essinga auprès de ce Nombeti qui est à la tête de ce département ministériel, qui est à la tête de cette société publique ou parapublique. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Et voilà pourquoi ils font feu de tout bois. Ils font feu de tout bois. Ils font feu de tout bois pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si leur, et je vous l'avais dit ici dans ma précédente chronique, s'il leur arrive de perdre le pouvoir, s'il leur arrive de perdre le pouvoir, ils le reprendront par la force. Ces gens-là, ils vont le reprendre par la force. Parce qu'ils ont prévu 2 scénarios. Soit ils reprennent le pouvoir par la force, parce qu'ils sont puissamment armés, comme le disait Fauchivé à son neveu, dans le livre dont je vous ai parlé dans une précédente chronique. Soit ils vont proclamer la sécession de l'État et quand n'avez-vous pas remarqué que la plupart des grands projets structurants, la plupart des grands projets structurants, c'est au sud. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Et vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Il dit que ces gens-là, moi je vous ai dit, chers compatriotes, ces gens-là, si vous ne descendez pas dans la rue pour les pousser vers la sortie, oubliez. Oubliez. Paul Biya va céder. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est ceci. Ils ont financé quelques Westiti là, quelques feux follets là, qui polluent la toile avec la haine anti-Bamileke et tout. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Certains sont ici en Europe. C'est-à-dire qu'ils polluent la toile avec une poussée de haine tribale, de haine, de bamiphobie, qui ne dit pas son nom. Et j'invite mes frères Bamileke de ne pas tomber dans le piège. Parce que quand vous leur répondez, le régime adore ça. C'est-à-dire que pendant que vous vous battez entre vous là, oh, les Bamileke, machin, ils sont ceci, blablabla. Pendant que vous êtes écartelés comme vous l'êtes là, ils sont en train de positionner leur pion, Franck Biya. Nayo, nayo, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que le type, le narcotrafiquant, le petit voyou, Franck Biya, est déjà à la tête de l'État du Cameroun. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour comprendre cette montée du discours haineux là, c'est-à-dire que la montée, c'est-à-dire que la recrudescence des discours tribaux et tout. En fait, ce que Essingan est en train de préparer, c'est quoi? Essingan d'abord est en train de vouloir éviter tout soulèvement populaire parce que plus les Camerounais sont divisés sur la base de la tribu, moins il y a de chances pour ces derniers de se soulever pour revendiquer contre le régime. Ça, c'est d'un. De deux, le régime Essingan, plus précisément, puisque c'est Essingan qui dirige le Cameroun, c'est pas Biya. Puisque Biya peut, je sais pas moi, il peut quitter le pouvoir ou alors, je sais pas moi, le pire peut lui arriver, ce que je ne le souhaite pas. Et la même gouvernance va continuer à affecter les Camerounais. Ce que Essingan est donc en train de préparer derrière ce discours haineux, cette bamiphobie qui de plus en plus est croissante, c'est que s'il arrive quelque chose, genre un scandale ou alors, je sais pas moi, un conflit, je sais pas moi, le coupable tout trouvé, ce sera le Bamileke. Ah oui,
Le coupable tout trouvé, ce sera l'homme Bamileke. C'est lui qu'on va accuser d'être derrière ce conflit qui a éclaté. Ah oui? Vous l'avez vu dans l'affaire Martinez-Zogo. Quand l'affaire Martinez-Zogo a éclaté, ils ont commencé à dire « Ah, vraiment, c'est les Bamileke qui ont vendu Martinez parce que la radio dans laquelle il officie appartient à Numbisi, un Bamileke. » Bon, ce sont les Bamileke qui veulent jeter les bâtons dans les roues de Amou Belinga. Parce qu'il est le seul milliardaire sur qui les petits comptent et tout. Il est venu faire concurrence aux milliardaires Bamileke, etc., etc. Voilà donc ce qui se passe en ce moment. Voilà donc ce qui se passe en ce moment. Et face à cette confusion qui règne au sein de l'appareil de l'État, ne soyez pas surpris de voir des sous-officiers subalternes et même des sous-officiers prendre le pouvoir là. Comme ça, c'est comme on l'a vu ailleurs. Hein. Les militaires peuvent décider là qu'aujourd'hui là, on met fin à tout ça. À tout ce cafouillage-là. Allez, on met fin à tout ça. Ils s'installent au pouvoir. Et ils mettent sur pied une loi, déjà qu'il y a déjà une loi martiale. La loi antiterroriste, c'est une loi martiale, carrément. Puisque tout citoyen camerounais qui est sur pied en train de contester le pouvoir, on lui applique la loi antiterroriste et il est jugé devant un tribunal militaire. Donc voilà donc la situation qui prévaut en ce moment au Cameroun. Si on y prend garde, ce pays-là va exploser. Et pour trouver une solution à ce conflit, c'est donc ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs, à travers cette chronique de MBT. Merci à tous ceux qui étaient connectés, merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas, une fois que vous avez suivi, à partager la vidéo. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.